Le jour où tout a basculé, j'étais en train de ranger des dossiers dans mon bureau, essayant de maintenir un semblant de normalité dans un monde déjà instable. Soudain, l'horizon s'est embrasé d'une lumière aveuglante, une explosion qui a transformé la ville en une mer de flammes. Le souffle m'a projeté au sol, les oreilles sifflantes et le corps tremblant sous l'onde de choc. Tout autour de moi, le chaos régnait. Les bâtiments s'effondraient, les voitures prenaient feu, et les gens hurlaient, disparaissant dans un nuage de poussière et de débris. Je savais qu'il ne me restait que quelques secondes pour réagir. Je me suis précipité vers un abri souterrain, un vieux bunker que j'avais repéré un jour par hasard, priant pour qu'il soit suffisamment profond pour me protéger des radiations. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de douleur et d'engourdissement. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par le bruit occasionnel d'une explosion lointaine ou le grincement du métal au-dessus de moi. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de sortir, j'ai découvert un monde transformé en enfer. Le paysage était méconnaissable, les arbres calcinés s'étendaient comme des squelettes noirs vers un ciel grisâtre. Les rues, autrefois animées, étaient désertes, recouvertes de cendres, et les rares survivants que je croisais ressemblaient à des spectres errants. Chaque respiration me brûlait les poumons, chargés de poussière radioactive. Je n'avais qu'une seule obsession, trouver de l'eau potable. Les premiers jours à la surface ont été marqués par la faim et la soif. Les magasins avaient été pillés ou détruits, et ce qui restait était souvent contaminé. J'ai essayé de filtrer l'eau des égouts, de me nourrir de conserves abandonnées dans les décombres, mais rien ne semblait suffire. Mon corps s'affaiblissait, et la fatigue me gagnait. J'avais besoin d'un endroit où me reposer, ne serait-ce que quelques heures. C'est alors que j'ai trouvé le bunker militaire. Caché sous les ruines d'un vieil entrepôt, il semblait intact. J'y ai trouvé des provisions limitées, de l'eau purifiée, et surtout, une combinaison anti-radiation. Le soulagement fut de courte durée, car je savais que ces ressources s'épuiseraient vite. Un jour, en sortant du bunker pour chercher d'autres provisions, un groupe de survivants affamés m'a attaqué. La lutte a été brutale, un corps à corps désespéré où j'ai dû utiliser une barre de fer pour me défendre. Ils étaient au moins 5, maigres, leurs yeux brûlants de folie et de désespoir. J'ai réussi à m'échapper, le corps couvert de contusions, mais ce combat m'a fait comprendre que la menace ne venait pas seulement de l'environnement. Les survivants étaient devenus des prédateurs, prêts à tout pour grappiller le moindre espoir de survie. Cela a ajouté une couche de terreur à ma situation, je devais désormais surveiller chaque ombre, chaque bruit. Peu après cet incident, les premiers symptômes de contamination radioactive se sont manifestés. Les nausées, les vertiges et la fatigue m'ont frappé comme une vague déferlante. J'ai commencé à perdre mes cheveux par poignées. J'avais désespérément besoin de médicaments, mais les pharmacies étaient saccagées et les hôpitaux réduits en cendres. J'ai fini par fouiller un vieil hôpital, à moitié effondré, où j'ai trouvé une boîte de comprimés d'iodure de potassium. C'est là que j'ai rencontré Emma. Elle cherchait également des médicaments, son visage marqué par les signes de la maladie. Nous avons décidé de faire équipe, car il était clair que nous aurions plus de chances de survie ensemble. Nous avons trouvé de la nourriture dans un supermarché en ruine, mais la joie fut de courte durée. Après avoir mangé, nous avons réalisé que les conserves étaient contaminées. Les symptômes de l'empoisonnement alimentaire étaient violents, et j'ai cru que mon estomac allait exploser. Nous avons dû ramper jusqu'au bunker, épuisés, où nous avons lutté contre la fièvre. Cela a rendu notre situation encore plus précaire. La pénurie de nourriture, combinée aux effets des radiations, nous a laissés dans un état de faiblesse extrême. Une nuit, alors que nous essayions de dormir, un groupe de survivants armés a forcé l'entrée du bunker. Ils étaient plus nombreux et mieux armés que ceux que j'avais affrontés auparavant. Nous n'avons eu d'autre choix que de fuir par une trappe secondaire, abandonnant les rares provisions que nous avions. En sortant, nous avons couru sans nous retourner, le cœur battant à tout rompre. Chaque coup de feu retentissait comme un glas. Pour aggraver les choses, l'hiver nucléaire a commencé. Le ciel s'est obscurci, et la température a chuté à des niveaux glacials. Le vent hurlait à travers les bâtiments éventrés, et chaque bouffée d'air semblait aspirer la chaleur de mon corps. Nous avons trouvé un abri de fortune dans une maison à moitié effondrée, où j'ai dû briser des meubles pour allumer un feu. L'obscurité constante aggravait le manque de nourriture. Nos corps amaigris se battaient pour conserver la moindre calorie. Le plus difficile à supporter n'était pas seulement la faim ou le froid, mais la solitude. Les longues heures d'attente dans le noir ont commencé à jouer avec mon esprit. Je croyais voir des formes bouger dans l'obscurité, entendre des murmures dans le vent. Emma aussi semblait affectée, ses yeux creusés et hantés par des visions que je ne pouvais pas comprendre. Les horreurs que nous avions vécues avaient commencé à laisser des cicatrices invisibles sur nos âmes. Nous avons fini par tomber sur une communauté de survivants. Au début,
Nous pensions avoir trouvé un endroit où nous reposer en sécurité, mais il est rapidement devenu évident qu'ils n'étaient pas amicaux. Leur chef nous a fait comprendre que nous n'étions pas les bienvenus, et nous avons été capturés. Les membres de cette communauté avaient établi leurs propres lois, impitoyables et cruelles. Nous avons dû prouver notre utilité pour être libérés, accomplissant des tâches ingrates, sans aucune certitude de sortir vivant de cet enfer. La traversée d'une zone contaminée a été l'un des moments les plus terrifiants de notre voyage. Même avec la combinaison anti-radiation, je pouvais sentir l'air brûler ma peau, mes poumons. Chaque pas dans cet endroit était une lutte contre la mort. Nous avancions lentement, évitant les flaques d'eau verdâtres et les carcasses d'animaux, les compteurs Geiger crépitant comme un rappel incessant de notre mortalité. Les attaques se succédaient. Un jour, en tentant de récupérer des provisions dans un ancien supermarché, un autre groupe nous a tendu une embuscade. Nous avons dû nous battre avec tout ce que nous avions, bâtons, pierres, nos mains nues. Emma a été blessée, et les jours suivants ont été marqués par une lutte pour garder sa plaie propre, éviter l'infection. Sa santé a décliné rapidement, et j'ai dû la porter sur plusieurs kilomètres. Quand Emma est tombée gravement malade, j'ai tout essayé pour trouver des médicaments. Les pharmacies étaient dévastées, mais je suis parvenu à récupérer quelques antibiotiques. Cela n'a pas suffi, elle s'affaiblissait, et ses yeux perdaient leur éclat. Je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. La tempête radioactive a balayé la région avec une violence inouïe. Nous avons trouvé refuge dans un immeuble à moitié debout, les fenêtres barricadées pour empêcher les cendres de pénétrer. Le temps s'écoulait lentement, ponctué par le bruit du vent et le crépitement des radiations sur nos détecteurs. Emma respirait à peine, et j'ai commencé à perdre espoir. Puis, un jour, j'ai aperçu un avion dans le ciel. C'était comme un signe du destin. Si un avion pouvait encore voler, cela signifiait qu'il y avait peut-être une chance de survie organisée quelque part. J'ai décidé de me diriger vers une ancienne base militaire, espérant y trouver des signes de vie. Emma m'a encouragé à partir sans elle, trop faible pour continuer. Je lui ai promis de revenir avec de l'aide. La route vers la base a été la plus difficile de toutes. Les territoires de gang, les zones hautement contaminées, chaque mètre parcouru était une bataille. Mais j'avançais, porté par l'espoir que, quelque part, il restait encore une lueur de vie dans ce monde dévasté.